Bonsoir Jean-Claude Pomerleau. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bien, ça me fait plaisir. Ce soir, on parle de 3 dossiers qui vont mettre en jeu les intérêts supérieurs du Québec. Le dossier SNC-Lavalin, le dossier sur la Charte de la laïcité et la réforme sur l'immigration et le dossier de la péréquation. Toi, tu as dit qu'une tempête s'en venait et qu'on devait être préparé. C'est ça qu'on va voir à travers la capsule. La question est de savoir si on aura un centre de gravité assez fort pour résister à cette tempête. OK? Ben oui, parce qu'on a 3 dossiers, là. On a le dossier Lavalin, on a le dossier de la Charte, et puis on va avoir un peu plus loin le dossier que l'Alberta veut remettre en cause la péréquation pour se donner un levier de négociation vis-à-vis du Québec pour forcer le passage d'Énergie-Est. Ça va venir. Alors, dans l'ordre chronologique, on peut dire que le dossier Lavalin, on a vu que le traitement puis les réactions de la part du ROC par rapport au Québec marquent, tu vois la différence. Là. On voit un fossé qui se dessine. Là. Déjà. C'est ça. OK? Et donc, ce dossier-là, Lavalin, on a l'autre dossier qui est le dossier de la Charte. Et là, ça va s'ajouter au dossier Lavalin. Et puis, dans le cas de la Charte, juste pour dire aux gens, faut comprendre que la Charte s'attaque directement à la doctrine d'État du Canada, le multiculturalisme. Puis, dans le cas du pipeline que veulent faire passer l'Alberta, ils se sont donné un levier de négociation vis-à-vis du Québec en disant, ben gars, on remet en cause la péréquation, puis gars, on joue avec, on est prêt à renoncer à ça, mais il faut que vous acceptiez le passage d'énergie. C'est ça. Alors, si on veut, on peut commencer par Lavalin. Oui, parce que, dans le fond, on va essayer de démontrer aussi que les souverainistes sont très attachés à la péréquation. Hein? Ça en est presque Sur le volet péréquation, on va voir qu'on va devoir changer de cadre stratégique parce que sinon, on est dans un piège qui est celui du piège de Trudeau. Oui, exactement. Okay. Alors, c'est ça, le début de l'affaire SNC-Lavalin, on la connaît, ça a commencé avec le Globe and Mail, puis j'aimerais ça que tu nous dises, le Globe and Mail a toujours été pas mal pro-pouvoir, hein, pro-parti, puis là, il s'est passé une dénonciation. Oui, c'est ça. Bien, le Globe and Mail, c'est un parti qui était très lié au Parti libéral. Puis là, en sortant ce dossier-là, puis en le traitant avec une intensité que c'est rare qu'on voit ça, là, c'est à pleine page partout, là. Ouais. Et puis ça d'une façon continue. Donc, ils ont monté ça pour en faire une crise véritable. Mais ils savaient, parce que ceux qui ont emmené le coulage de l'information, il était proche de sûrement l'ex-ministre qui est parti, là, Mme Raybould. Mais le Globe and Mail, à ce moment-là, il s'attaque au Parti libéral, au Parti du pouvoir. Eux-mêmes, le Globe and Mail reflète les intérêts du pouvoir économique de Bay Street, etc. Fait que là, c'est quand même très sérieux. Et puis, pourquoi ils le font? Pourquoi que ça a des conséquences très, 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 très sévères sur le Parti libéral? Alors, ils sont en train de miner les chances du Parti libéral de garder le pouvoir, donc pour faire apparaître qui d'autre que les conservateurs. Lavalin semble avoir été ciblé dans la guerre de Libye pour se faire sortir de la compétition internationale. Ça a été écrit dans l'autre journal par Jean-François Thibault. Est-ce que les Américains avaient une bonne raison de faire de Lavalin une cible? Bien, dans le cas de la Libye, on est dans le grand jeu géopolitique, là. Et puis, la Libye, on ne rentrera pas dans les détails, mais la Libye est ciblée par les Américains. Et donc, quand un pays est ciblé comme ça, il est sur les écrans radars, et il y a toutes les dimensions de quels sont les intérêts de ce pays-là, comment les attaquer. Et là, apparaît sur l'écran radar SNC-Lavalin, très près du pouvoir libyen, et puis qui joue un jeu important là-bas. Et donc, eux, les Américains, automatiquement, ça tombe sur leur stratégie de cette compagnie-là. On la fouille à nu.
avec les capacités de renseignement du NSA, les écoutes enregistrées, etc., toutes les traces bancaires. Et là, ils établissent que, bon, OK, on peut faire un dossier dans lequel ils sont impliqués dans la corruption, la collusion avec le pouvoir libyen. OK? Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ce dossier-là, les éléments du dossier, ils l'emmènent à la GRC et aux institutions judiciaires canadiennes pour que ces institutions judiciaires-là finissent la job, soit de réduire la valeur de cette compagnie-là, de l'affaiblir pour que, éventuellement, eux puissent en profiter. Premièrement, ils éliminent un compétiteur des entreprises américaines et, si possible, ils l'avalent au moment où elle a perdu de sa valeur. Et dans la présentation du dossier au ministère de la Justice, SNC-Lavalin, il y a PowerPoint, c'est sorti dernièrement. Il leur faisait la démonstration que si vous continuez la poursuite criminelle plutôt que de faire un arrangement, à ce moment-là, on va finir aux États-Unis. C'est ça qu'ils leur disent. Donc, surprise, surprise, à qui profite la manœuvre? Donc, les gens à SNC-Lavalin font cette présentation-là. Au niveau des intérêts d'État canadiens, on a affaire ici, les gens parlent d'emplois, puis bon, c'est pas des emplois, là. On a affaire à un actif stratégique. Stratégique. On a affaire à une entreprise qui est dans le top 10 des plus importantes au monde, dans l'ingénierie conseil, et puis donc, ils ont 50 000 employés sur la planète et plus. C'est un réseau, et donc c'est un actif stratégique. Fait que comme ça, toi, tu es persuadé que SNC-Lavalin est tombé victime du piège américain? Ben oui, c'est un piège qui est très connu, qui est documenté. Dans le cas de la France, Alstom, Airbus. Alstom, savais-tu que le directeur a été mis en prison aux États-Unis alors que General Electric voulait avaler Alstom. Et il a été libéré quand la transaction s'est faite. Et il a écrit un livre pour documenter tout le modus operandi. Okay? C'est des pirates, c'est des prédateurs. Oui, c'est vraiment. OK, c'est ça. Et dans le cas d'Airbus, ils ont pénétré l'entreprise jusqu'au niveau de la direction pour, à partir du processus décisionnel, tu comprends-tu, réduire sa capacité. C'est ça. Alors, donc, les espions qui ont planté. Non, c'est pas une théorie du complot, là. C'est très bien documenté. Puis oui. l'Europe commence à prendre des dispositions pour dire ne collaborez pas avec la justice américaine quand vous voyez que la stratégie visée, là, c'est ça. OK? Alors, c'est pas les... C'est une pratique où les services de renseignement américains, les capacités d'écoute, etc., leur capacité de suivre les transactions bancaires, tout ça, faire des dossiers comme ça là, pour cibler puis trouver une vulnérabilité à une entreprise, puis après la mettre en poursuite, puis là, la placer dans une position de faiblesse, c'est leur pratique courante. Okay? Et on peut dire que c'est une des mesures du protectionnisme. Bien, c'est ça. Écoute, ils jouent ce jeu-là. OK? Alors, ici, au niveau de la direction politique, là, puis, regarde, l'intelligence politique, là, autour d'une direction, c'est évident qu'ils savent ça. Mais ils ne peuvent pas le dire publiquement. Alors, normalement, la disposition de la loi qu'ils ont faite, c'est pour éviter que la compagnie qui est prise dans un délit subisse une sentence telle que pratiquement une mise à mort de l'entreprise. Okay? Alors donc, cette disposition-là, pour les autres pays, la France, l'Allemagne, les États-Unis, elle est utilisée systématiquement. Ici, elle pose un problème. Elle pose un problème, pourquoi? À cause d'une personne qui est ministre de la Justice, procureur général, qui a ultimement le pouvoir de prendre la décision, oui ou non, s'il y a un arrangement possible. Maintenant, compte tenu des intérêts de l'État canadien, de protéger le plus possible, mitiger les dommages à l'entreprise, disons,
OK? Alors donc, il y avait cette disposition-là. Puis là, à un moment donné, il se rend compte, Trudeau, qu'il a affaire à quelqu'un qui ne veut pas comprendre, tu comprends, la portée pour le Canada de participer à, si tu veux, comment tu veux, réduire complètement la valeur de cette entreprise-là, sacrifier les jobs, etc., etc. Et c'est ça qu'il essayait de faire comprendre à ce ministre-là. Normalement, dans ce cas-là, cette disposition-là de la loi au Canada n'a jamais été appliquée. Donc, c'est une mesure, les paramètres de l'application de cette mesure-là, cette disposition-là légale, parce que c'est une disposition légale. Alors, quand il parle d'ingérence, là, c'est pas un procès criminel là, dans lequel un ministre va se mêler. Là. Ouais. C'est une disposition qui permet d'avoir une évaluation politique et juridique en même temps. Okay? Donc, et là, lui, il essaie de faire comprendre à sa ministre que, écoute, les intérêts commandent qu'elle devrait au moins, compte tenu que c'est une nouvelle loi, faire une consultation extérieure. Il aurait pu avoir un comité de formés, mais de gens de haut niveau, pour que dépolitiser la décision. Ouais, c'est ça. Okay? Dépolitiser la décision. Et puis, elle refuse de former ça. C'est là son problème. OK? Elle pourrait dire ultimement non, mais de là à dire, moi, je décide toute seule des intérêts supérieurs du Canada, là, puis en même temps du Québec. Et puis c'est parce que c'est les intérêts supérieurs du Québec qui font que ça pèse négativement. On comprend tout ça, là, hein? C'est ça. Alors donc, elle s'en va dans une démarche qui est inexplicable. Pourquoi? Parce que elle, premièrement, dans sa démarche, elle décide de plomber la marque de commerce du parti qui lui a permis de devenir ministre. Elle a fait comme sauter la façade de Trudeau, sa marque de commerce personnelle, un progressiste, ouvert aux diversités, ami des Autochtones, ami féministe, etc. C'est tout ça qui saute. C'est un échec du multiculturalisme, de celui qui a mis la doctrine du multiculturalisme de l'avant. Mais comment ça se fait que cette personne-là, puis les deux autres qui sont liés à elle par solidarité, ont autant de pouvoir? C'est à cause de la doctrine d'État. C'est parce que dans sa doctrine d'État du multiculturalisme, si tu es une femme autochtone, si d'autres, c'est une femme, t'es noire, etc., tu as acquis, mettons, une prestance, un pouvoir supérieur au premier ministre, que lui est un blanc hétérosexuel, disons. Et puis le reste du Canada est en furie, hein? Les premiers ministres, mais ça, justement, c'est très politisé, hein? On voit bien. On voit mal comment l'actuel ministre de la Justice, procureur général, peut arriver qu'un arrangement, OK, ça serait fatal politiquement pour les libéraux dans le reste du Canada. Oui, OK. OK? Donc, ça va traîner jusqu'au mois d'octobre, autrement dit. Et nous, ici, on subit le préjudice du fait que, du départ, Justin Trudeau, il n'a pas eu le leadership politique pour dire on s'en va dans telle direction et voilà, et c'est terminé. Et aussitôt qu'il sentait de la résistance, il fallait qu'il tasse. Bien, d'ailleurs, c'est lui qui était dans le chemin qui a fait assombrir les relations entre le Québec et le Canada, là, avec ce dossier-là. Bien, normalement, c'est rare qu'on va voir le Parti libéral du Canada monter au front pour défendre les intérêts d'un actif stratégique pour le Québec, là. Sauf que, lié à Lavalin, il y a des réseaux affairistes, OK, qui sont très près du Parti libéral et que, donc, c'est pour ça qu'on peut comprendre que Justin Trudeau s'est fait dire, regarde, hey, il y a des gros intérêts ici, là, alors donc... Puis aussi, il y a le fait que Brad Wall, là, l'ex-premier ministre de Saskatchewan, qui dit que Trudeau, il en fait du... Bon, les autres, ce qu'ils disent, parce qu'eux autres, ils ont des problèmes avec sortir, on va en venir
un peu plus tard dans Un peu un plus autre tard. volet, mais c'est qu'ils se disent quand même, Trudeau est en train de tout faire pour défendre les intérêts du Québec, puis quand c'est nos intérêts à nous, énergétiques, OK, il ne bouge pas. Surtout que Plus ça va que mal. ça, C'est ça. il nous amène une taxe carbone, Oui. etc. Ça a commencé hier. Et des dispositifs sur l'environnement qui, à toute fin pratique, pour nous, ça veut dire la fin. Ça veut dire Comment ça? 1960, Ça veut dire le plan national de l'énergie de son père Pierre-Éliott Trudeau, puis tout ça. C'est tout ça qui se brasse. Ouais, OK? ouais. Alors, on voit les facteurs en tout cas, le fossé qui se creuse, Puis la tempête. puis la tempête qui monte, parce qu'on Ouais. comprend que si Trudeau disait Lavalin, on a un arrangement demain, Oh boy. oi, là, tu verras ça monter. OK? Ouais. Alors, ça, c'est. Puis là, ça couvre, parce que pendant ce temps-là, le Québec subit le préjudice d'une incapacité de la direction politique à Ottawa de prendre des décisions en fonction de protéger un intérêt stratégique au Québec. On subit le préjudice Oui. de ce ressentiment anti-Québec sur un dossier. Mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. Non, parce que là, C'est pas le seul, on va arriver tantôt. Mais on a vu passer que Lavalin pourrait continuer à avoir des contrats au Québec. Ça, c'est, même s'il n'y a pas d'arrangement, même s'il s'en va aux États-Unis, c'est quoi ça? C'est évident que l'État du Québec, là-dedans, à partir du moment où les dommages vont être faits, là, OK, pour mitiger les dommages, là, l'État du Québec, c'est ça, là, la Caisse de dépôt, Investissement Québec, pour empêcher une prise de contrôle hostile au moment où la compagnie a perdu beaucoup de sa valeur, peut être achetée à rabais. À cause de la politisation, C'est ça, là? exactement, à cause que ça patine sa bottine à Ottawa, bien, les leviers de l'État du Québec vont intervenir, là. Et Legault l'a dit, ça, le C'est premier ça, ministre. exactement. Mais Ouais. ils ne vont pas le faire immédiatement parce que il faut que la décision finale soit prise. Mais le Québec, là-dedans, il a quand même les moyens de sa politique. Une chance. On a vu un peu, on a eu un goût cette semaine, là. Mais bon, c'est ça. On voit la divergence des intérêts, là. C'est très, OK. très clair. Puis Trudeau a semblé faire, comme tu disais tantôt, une très mauvaise gestion du dossier. Et Non, pourquoi? ça, c'est unanime, là. Ici, au Québec, là, qu'on soit Parti libéral, fédéraliste ou peu importe, dans ce dossier-là, où ce que les intérêts majeurs sont en jeu, regarde, on voit bien que le gars patine sa bottine. Le gars, Même international. on nous a vendu médiatiquement, OK, puis c'était Ouais. tu sais, un rôle de composition, là, d'un jeune premier, moderne. Il va tu être bon. comprends-tu? Ouais, Tu ouais. comprends ça? Mais ça, là, c'est au pays de la licorne, OK? Oui, c'est ça. Et là, on arrive dans la réalité des rapports de force qui se jouent sur des intérêts majeurs. Ça nous Et rattrape. là- Et là, le bonhomme, Ouais. OK, le scout, il n'est pas à niveau avec le brassage qui se fait. Et là, on va voir aussi, ultimement, que il faut prévoir que Mme Raybould va être sortie du caucus Incessamment. par une décision du caucus. Mhm. Et puis, là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le premier ministre va s'être caché derrière son caucus pour une décision qui aurait dû être la sienne, du début. Oui, puis de la même façon qu'il s'est caché en arrière de Mme Marie-Claude Bibeau. Justement, le jour où est-ce qu'elle a été nommée ministre de l'Agriculture, en plus, on la voyait là, dehors faire une entrevue. Puis, Oui, c'est elle qui a... c'est elle qui a tenu la ligne du Ben oui, c'est elle qui gouvernement tenait la libéral. ligne la plus cohérente. C'est ça. Tu comprends? Puis elle venait du Québec, c'est... Trudeau pas un s'était hasard. effacé. De ça. C'était effacé complètement. C'est ça. Alors donc, Trudeau, regarde, peut-on survivre à un dossier qui va mal? Politiquement, oui. Mais peux-tu survivre à Il va y avoir des l'opinion blessés. que Ouais. toi, tu n'as pas la carrure pour assumer le leadership d'être premier ministre du Canada? Ça, c'est fatal. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a dans le sondage léger qui disait que le sondage que Léger a fait chez les Québécois pour savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de Trudeau nous montrait bien que bon, il y avait une baisse
on parle de campagne électorale, on parle des élections fédérales, mais Léger disait que la marque libérale n'était pas atteinte, que c'était juste la marque Justin Trudeau qui était atteinte. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, bien ça, c'était un fond. D'ailleurs, regarde, dans ce sondage-là, oui. Les libéraux, le seul endroit où ils sont majoritaires, c'est au Québec. OK? Et de plus en plus... OK. Et là, sur le dossier Lavalin, oui. Même des gens qui peuvent être souverainistes, tout ça, ils disent, ben oui, Trudeau défend les intérêts du Québec dans le dossier Lavalin. Oui. Sauf que là, c'est la seule province où il est majoritaire. On comprend qu'il Il disait ça aussi. Il ne peut pas perdre le Québec. Non, il ne peut pas perdre le Québec. Sauf que, on va arriver au deuxième dossier, la Charte de la laïcité du Québec. Et là, le clash qu'il va y avoir, et là, lui, il doit incarner la doctrine d'État du Canada, le multiculturalisme, en brandissant la charte de son père. Et il vient de mettre dehors des gens de Donc, communauté. on va voir ça, oui. On va aborder l'autre dossier. On va continuer avec le deuxième dossier, celui de la Charte de la laïcité, de la réforme sur l'immigration. Un autre dossier qui fait monter la tempête, les éléments. Puis, c'est un dossier qui va de front avec la doctrine d'État du Canada, qui s'appelle le multiculturalisme. Puis, peux-tu nous dire pourquoi? Bon, regarde, le Trudeau, Pierre-Éliott Trudeau, quand il va amener la Constitution de 82, c'est pour mettre fin au concept des deux peuples fondateurs. Donc, il y a une négation, là, de notre nation. Et là, dans sa Constitution, il va faire le multiculturalisme. Ce que ça vise, c'est, nier l'existence de la nation française ici et nous ramener à l'échelle d'un groupe ethnique parmi tant d'autres dans son grand Canada. On vise là l'assimilation, OK? Et c'est un écho au rapport du RAM. C'est assez clair. OK? Alors donc, ça pose un défi existentiel au Québec. Et puis, on a essayé de sortir de ça par référendum. Mais là, c'est une autre stratégie qui se développe. OK? Et là, je voudrais, pour dire, parce que là les gens peuvent dire, regarde, la théorie du complot, là, c'est pas ça qui visait Trudeau, là, ça, c'est l'opinion de Jean-Claude, là. Mais donc, c'est pas l'opinion de Jean-Claude, OK? Il y a une constitutionnaliste qui a publié cet ouvrage-là. C'est d'une très grande rigueur. Et elle, constitutionnaliste, plutôt que de s'enfermer juste dans le juridique, elle a cherché l'intention derrière le juridique et comment stratégiquement ça s'est mis en place, comment on a évolué de la Constitution de la Confédération de 1867 à la Constitution de 82 et les stratégies du gouvernement central de devenir de plus en plus centralisé. Et donc, l'étape de la Constitution de 82 qui nie l'existence de la nation, c'est une étape importante là-dedans. Et pour contrer ça, le gouvernement du Québec, actuellement, avec sa charte des valeurs... la charte de la laïcité, plutôt? Oui, la charte de la laïcité, mais en fait, c'est des valeurs d'une nation qui vont se nommer dans un acte d'État. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il est confronté à l'État canadien qui vise notre assimilation, notre marginalisation. Et puis donc, lui dit, on va se nommer avec des actes d'État. Et peu importe ce que vous en pensez, c'était dans sa petite capsule qui est sortie dernièrement, où il dit, au Québec, c'est comme ça que ça marche, là, that's it. Et donc, sa stratégie, c'est, en partant, si la Constitution de 82 a été, visant ça, a été rejetée à l'unanimité par les élus de l'Assemblée nationale, les représentants de la nation, à ce moment-là, l'État du Québec a toute la légitimité de prendre tous les moyens pour réduire les effets, les objectifs de cette Constitution-là de 82. Les contrer. Et c'est ça. Mais là,
il y a c'est pour ça qu'il utilise la clause dérogatoire. Il faut comprendre que dans la Constitution de 82, il y a la Charte. La Charte vise à monter les droits individuels pour contrer naturellement les droits collectifs. Hein? Alors donc, il y a une clause d'interprétation dans la Charte des droits canadiennes contenue dans le 82. Il y a une clause d'interprétation d'article 27 qui dit que les tribunaux ils ont une direction à savoir comment interpréter la Charte chaque fois qu'elle est invoquée dans une cause au tribunal, c'est-à-dire primauté au multiculturalisme, promouvoir le multiculturalisme. Donc, on voit que les droits collectifs là-dedans, ils n'existent pas. Alors là, pour contrer ça, du côté de l'État du Québec, ce qu'on fait, on utilise la clause dérogatoire. Il faut rappeler que la clause dérogatoire, ce n'est pas le Québec qui l'a demandé, c'est les provinces de l'Ouest. S'il n'avait pas consenti à inclure cette clause-là, il n'y aurait pas eu de Constitution de 82. Donc, mais ils se sont dit au fédéral, qui veut utiliser cette clause dérogatoire-là pour mettre de côté la Charte des droits? Il y a comme un odieux politique qui vient avec ça, et donc, ils vont être intimidés. Alors là, présentement, le gouvernement Legault, lui, il n'a pas été intimidé par ça, et puis il a décidé de l'employer non seulement sur la Charte fédérale, mais aussi la Charte québécoise. Dans le cas de la Charte québécoise, il y a une modification de la Charte québécoise pour inclure, une clause d'interprétation. Parce que si eux ont une clause d'interprétation, principe d'équivalence, toi, dans ta charte, tu dois avoir une clause d'interprétation qui définit ton État. Alors donc, la définition, c'est la clause d'interprétation, c'est la Charte québécoise doit être interprétée en tenant compte que l'État du Québec est laïque. Alors voilà, OK? Alors là, tu as deux États qui se confrontent. Là, on est dans le vrai game. C'est ça. Alors, dans le cas de la rédaction de cette charte-là, j'écoutais des commentateurs à Radio-Canada, il y en a un qui dit hey, c'est très bien écrit, c'est très clair, etc. Parce qu'avant, dans le cas du Parti québécois ou du Parti libéral, c'était écrit par le contentieux du gouvernement, c'est-à-dire le groupe d'avocats qui travaille pour le gouvernement, et c'était écrit de telle manière que c'était miné juste dans la rédaction. Alors que là, il y a sa volonté au premier ministre, ça a été de créer un secrétariat et là, aller chercher une expertise extérieure. Et ils ont été la chercher au comité juridique de l'Université Sherbrooke. Et là, il y a Guillaume Rousseau. Et lui, c'est lui qui avait proposé depuis un bon moment déjà une clause d'interprétation pour la Charte québécoise. Bon, OK, là, c'est du juridique stratégique. Eux autres, ils ont le juridique pour t'imposer leur doctrine d'État. Nous, on va utiliser le juridique pour imposer notre doctrine d'État qui commence à se dessiner. Parce que là, c'est très clair, dans un défi existentiel face à eux. Alors donc, ils disent, vous n'existez pas. Alors nous, on dit, regarde, on va poser les actes d'État pour montrer qu'on existe. Et là, comme ça... Là, tu te lèves face à l'État canadien. Là, c'est un vrai match. C'est deux doctrines d'État qui se confrontent. Et puis, c'est ça qui va faire qu'il va y avoir du bruit autour de ce dossier-là. Mais, ce qui est différent d'une confrontation qui ressemble aux épisodes référendaires, par l'intensité que ça va prendre, c'est la différence, c'est que le Québec a un appui, il y a une cohésion nationale derrière la proposition, il y a une majorité très claire derrière le gouvernement, et plus que ça, dans le dernier sondage, c'est qu'il y a 90% des gens au Québec qui disent « il est temps que ça se règle », et donc ça va se régler. Et donc ça, c'est le deuxième dossier qui fait qu'on creuse l'écart, la tempête s'installe, puis on est dans une dynamique politique qui, on espère, va être porteuse. Ça va dépendre comment les souverainistes, les nationalistes au Québec vont
faire corps ensemble pour faire face à ça, avec une compréhension de ce qu'est un État, puis comment l'utiliser pour contrer l'État canadien. Ça c'est notre deuxième bloc, notre deuxième volet. Et là, on va arriver à l'autre volet que là, parce que chronologiquement, on les a vus apparaître, Lavalin, là, on a la charte, et ce qui s'en vient, c'est quoi? C'est pipeline contre péréquation. Est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs, aux auditrices, qu'est-ce que c'est le lien entre péréquation et pipeline? Bien, c'est ça, là. La péréquation est remise en cause par l'Alberta. Présentement, il y a une élection, le 16 avril, le Parti conservateur devrait prendre le pouvoir et ils ont dans leur programme une proposition pour faire un référendum pour mettre en cause l'article 36. Ça, c'est constitutionnel, la péréquation, OK? Alors donc, ils vont mettre en cause l'article 36 avec ce référendum-là. Le référendum, gars, en Alberta, si tu dis « Êtes-vous contre la péréquation? » Gars, tu n'as pas besoin de te demander, ça va être d'un 80, ça va pas. Puis il y a 95% du monde en Alberta qui veulent avoir ce référendum-là. Ce référendum-là, lui, il tient comme un levier, c'est ça qui est le lien, OK? C'est péréquation, on la remet en cause, vous autres, le Québec, vous êtes les grands bénéficiaires, et donc, on la remet en cause, à moins que vous acceptiez le passage d'Énergie-S. On comprend que c'est son levier stratégique dans cette négociation-là. Donc, les autres, ils ont des bonnes raisons, là, parce qu'ils ont eu toutes sortes de problèmes. Le pétrole est enclavé, pour faire simple. Il est enclavé, il faut qu'il sorte pour l'emmener au marché. Et puis, présentement, ils sont un peu prisonniers du marché américain, puis sont obligés de faire un escompte sur le pétrole. Donc, ils perdent des milliards de dollars. Et puis, eux autres, leur économie, c'est comme un one pony company. Tu sais, t'as juste un produit dans ta compagnie, s'il va mal... C'est leur géographie. C'est ça. Donc, ils sont dans des difficultés économiques. C'est ça. Ils ont eu un déficit l'autre année de 10 milliards. Il est à 8 milliards présentement. Tu comprends? Par rapport à la population, là, au prorata, là, on serait à 20 milliards de déficit ici au Québec. Là. Alors donc, eux autres, ils se disent, on est dans cette difficulté-là. Le Québec ne veut pas nous aider à amener notre pétrole au marché. Puis nous, c'est nous qui leur donnons la péréquation qui est à hauteur de 13 milliards. C'est avec ça qu'ils se payent des programmes sociaux chromés que nous autres même, on ne pourrait pas se payer. Bon. L'argent du pétrole. C'est ça. Pour eux autres, là, ces gars, je prends l'argent de l'Alberta, je l'envoie au Québec. L'équation est simple. En réalité, c'est pas tout à fait ça, là, c'est la capacité fiscale. Donc, ils sont là avec ça. Puis nous, ça s'en vient. Là, ça va être grave parce que les intérêts sont gigantesques. OK? Et là, on s'en va vers l'élection au mois d'octobre fédérale. Et là, ça va mal pour Trudeau. Et puis, il y a des grosses chances que le Parti conservateur prenne le pouvoir. Mais peu importe qui prend le pouvoir, supposons que tu as encore les libéraux. Les libéraux, c'est la cible des conservateurs, non seulement de l'Alberta, de la Saskatchewan, mais de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Ces provinces-là sont en train de s'unifier présentement pour monter une offensive contre le Québec pour passer Énergie-S. C'est ça, là. Puis c'est pas un hasard si c'est le premier ministre du Nouveau-Brunswick qui mène la charge, qui ramène le monde ensemble pour dire on s'en va là. C'est ça. Alors donc, on voit qu'il va y avoir un clash, là. Et puis, le Québec, l'erreur qu'il pourrait faire, c'est ce qu'ils ont toujours fait, c'est défendre la péréquation. Ce que Trudeau va défendre. Trudeau va défendre parce que Trudeau ne voudra jamais ouvrir une ronde constitutionnelle. Et pas perdre le Québec. Bien, il ne voudra jamais ouvrir une ronde constitutionnelle parce que c'est un traumatisme pour Ottawa. Oui. Ils se souviennent du lac Meach quand le Québec s'est fait claquer la porte, et là, la réaction, c'est ça qui a mené au référendum de 95. La vague bleue a monté. Ils ne veulent pas ça, OK? Ils ne veulent pas créer cette dynamique-là. C'est un déclencheur
Et donc, ils vont temporiser. Mais ils vont dire, nous, on ne bouge pas, on n'entame pas l'article 36, on protège le droit de la péréquation du Québec. Le gouvernement fédéral, Pierre-Éliott Trudeau, hein, c'est celui-là, là, tu sais, puis là, Justin Trudeau, ils vont dire, voyez, la Constitution de 82 protège les intérêts du Québec parce qu'elle vous garantit la péréquation. Alors, là, si tu es un souverainiste ou peu importe, un nationaliste ou peu importe, si tu es en train de sortir pour défendre la péréquation, tu es en train de dire, gars, nous, souverainistes, sommes d'avis que Trudeau protège nos intérêts avec la Constitution de 82, donc le statu quo protège nos intérêts. Alors que on est contre des acteurs politiques qui veulent remettre en cause le statu quo, ouvrir la porte de la cage à castor constitutionnelle. Tu comprends? Ça ne se tient pas. OK? Or, dans le mouvement souverainiste, puis tu vas voir, tu sais, il y en a, j'en connais pas qu'ils ont arrivé avec un argument pour dire qu'il faut arrêter de défendre la péréquation, puis de la justifier, OK? Qui est une tutelle, OK? Oui. OK? J'en connais pas. Alors donc, là, il va falloir qu'ils changent de cadre stratégique. Ils disent, regarde, puis là, pour comprendre c'est quelle parade tu dois adapter, adopter, c'est que, c'est quoi? Ça vient d'où, la péréquation? OK? Il y a peu de gens qui savent ça. Même les élus souverainistes ne le savent pas. OK? Donc, là, ça leur prend une espèce de briefing pour dire, écoutez, la péréquation, ça vient du moment où des droits de taxation directe appartenant aux provinces, donc au Québec, ça a été cédé pour l'effort de guerre 39-45 par le premier ministre Godbout, premier ministre libéral. Et après, Ottawa a eu la captation fiscale, donc les moyens, le pouvoir de dépenser vient de là, OK? Alors donc, il n'était pas pour recéder ça aux provinces. Ils ont plutôt décidé d'envahir les politiques sociales, comprends? Et puis, avec le pouvoir de dépenser, Duplessis a mené une lutte là-dedans, historique, d'une très grande importance pour la suite de l'histoire. Il a réussi à en arracher 10 %. Et donc, on est dans cette logique-là. Et là, en 2017, au 150e du Canada, il y a eu l'Institut Fraser qui a fait un historique de l'histoire de la fiscalité. OK? 150 ans de fiscalité, puis tu t'aperçois qu'au moment où ils vont prendre les pouvoirs de taxation des provinces, c'est là qu'ils centralisent, puis là, ça devient le premier poste de revenus. Puis le premier poste de dépenses s'en vont dans les juridictions des provinces. Fait que si tu es un souverainiste, tu dis, regarde, l'Alberta, vous voulez en finir avec la péréquation? Nous aussi, votre référendum, on veut être dans le camp du oui. On veut être dans le camp du oui parce que, en contrepartie, on veut récupérer notre pouvoir de taxation directe qui était de la Constitution de 1877. OK? C'est ça l'affaire. Est-ce que le gouvernement, Legault, n'a pas dit à un moment donné, M. Legault lui-même, qu'on était vulnérable à cause de ça, la péréquation? Ben oui, il dit on se fait haïr. Il dit plus que ça. Il dit on se fait haïr à cause de ça. Ouais. On se fait haïr, puis à chaque fois qu'on se fait avoir sur un dossier, ils vont brandir oui, mais vous avez la péréquation. Ah, on ne peut plus parler. OK? Robert Laplante, dans son dernier éditorial, là, il en parle, il a très bien compris. OK? Donc, flushons ça. OK? Maintenant, si eux ils disent non, 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 finalement, gardez-la. Mais si tu me dis gardez-la, arrête de m'en parler. OK? Tu viens de. OK? Tu es gagnant sur les deux positions. C'est ça l'affaire. Donc, ça, ce serait la stratégie à adopter dans ce cas-là. Mais, qu'est-ce qui arrive, c'est que si les conservateurs sont au pouvoir à l'élection fédérale, ils gagnent, il y a des grosses chances que le Parti conservateur fédéral va imposer, OK, par pouvoir déclaratoire, au nom de l'intérêt national, le passage d'Énergie-S. Et là,
qu'est-ce qui arrive au Québec? C'est que là, tu n'es pas juste le gouvernement de la CAQ qui se braque contre le ROC. Il va être rejoint par la gauche, les Verts, l'environnement, dans un contexte où on nous dit à Radio-Canada, à tous les jours, qu'il va y avoir un crash climatique, puis que c'est ça, puis que là, la CAQ en fait passer sur l'environnement, mais regarde, comme contribution, bloquer Énergie S, là, c'est-tu pertinent ou non, hein? Alors donc, là, le Québec va se retrouver pas mal dans un rapport de force où, là, tu vas avoir regroupé sur une proposition de politique d'État, c'est-à-dire, vous ne passez pas ici avec Énergie S, l'ensemble des forces possibles au Québec. Il va y avoir très peu de gens au Québec qui vont dire « Oui, Énergie S, vive le Canada ». Non, il n'y en aura plus beaucoup, là, OK? Il n'y en aura plus beaucoup, tu sais. Fait que là, tu es dans une dynamique politique de rupture, finalement, qui est réelle, qui a une intensité qui ressemble à celle des épisodes référendaires. C'est ça la réalité. Tu comprends? Maintenant, ça va s'amplifier, là, Puis ça se passe tout en 2019, dans cette année-ci, alors qu'il n'y a aucun politicien qui a dit « Regarde, on va faire un clash avec le ROC puis le Québec. » C'est par la force des choses qui sont emmenées dans une dynamique politique, puis il n'y a aucun politicien, OK, dans ces acteurs-là, qui peuvent dire « Hey, on arrête ça, là, on arrête ça. » On arrête ça, là, on calme le jeu, il ne faut pas que... Puis j'ai lu des analyses où il y a des gens qui commencent à s'inquiéter que cette dynamique politique-là, ça crée une division dans l'unité nationale. Oui. Ben oui, mais là, tu vas en avoir ben, il va en avoir de l'âme qui va couler sur ce thème-là. Ça, c'est sûr. Oui, bien sûr. OK. Mais ça... Donc, pour te dire... Oui, c'est ça. OK. Donc, on est au... juste pour fermer ce troisième dossier-là, on voit l'amplitude, là. OK. Même les Autochtones vont joindre, parce qu'il y a eu des déclarations à cet effet-là, car le gouvernement central a vraiment aucune prise, hein, ni sur un ni sur l'autre. Non. Cette dynamique politique-là emmène tout le monde, puis elle les emmène sur un fossé grandissant entre le ROC et le Québec. C'est ça. Personne n'y peut rien. La seule chose qu'on peut, c'est se préparer à comment jouer dans cette dynamique-là pour l'influencer en fonction de l'amener à nos finalités. Et là, ça nous amène à le gouvernement du Québec par rapport à une autre époque. Oui. Est-ce que ce gouvernement-là a un centre de gravité pour... Parce qu'il va vanter fort. Ouais. Pour pas partir avec la tempête. Ou s'enliser complètement. C'est ça. Comme en 80. Oui, c'est ça. Parce que, exactement, parce qu'on rappelle l'intensité des tempêtes référendaires. OK? On va rester dans... Oui. dans c'est deux tempêtes quand dans même. Le climat, oui. Le climat, ça fait partie de la géopolitique. C'est ça. Fait que, il y a, en 1980, regarde, ils montent l'affaire, tu sais, pour dire référendum, et puis référendum, peu importe, c'était pour négocier une souveraineté, association, bon, peu importe ce qui se passait dans la tête des stratèges du Parti québécois, c'était perçu comme non à la séparation. Je ne sais pas si tu t'en souviens, là, c'était ça leur slide, non à la séparation, non à la séparation. Bon, il y avait une intensité, alors que ceux qui menaient le jeu, ici au Québec, d'abord, ils avaient abandonné l'idée de prendre les leviers d'un État pour confronter le fédéral. Ils avaient décidé que la stratégie, c'est un cadre référendaire, c'est une doctrine qui s'appelle le référendisme, repose sur un postulat que vis-à-vis nous, on a des démocrates, puis si on a une décision, voilà, ça va se réaliser. OK? Ils remettent ça sur les épaules des alors citoyens. que, tu sais, le fédéral, depuis longtemps, l'histoire nous apprend que, gars,
le respect des droits concernant la volonté d'affirmation du Québec, regarde, ça n'existe pas. La force prime le droit pour eux. C'est Machiavel. Bon, mais c'est incroyable. Tu vois, l'ajustement, parce que là, tu sais que tu vas créer une tempête, pas à peu près. OK? C'était hystérique. OK? Puis là, tu es dans une position en réalité qui est une position de faiblesse. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la majorité, puis l'enjeu est tellement grand que les forces de l'autre bord, ils vont t'écraser. OK? Ils ne veulent pas jouer le jeu. C'est aussi simple que ça. Mais lui, René Lévesque, il va quand même. OK? Et il va sans s'être assuré que le droit à l'autodétermination du Québec est réel et est reconnu de manière statutaire par l'État fédéral. Parce que si l'État fédéral reconnaît le droit à l'autodétermination du Québec de manière statutaire, écrit c'est ça, puis tout le monde est témoin, OK, voilà. C'est comme l'entente d'Édimbourg, dans le cas du référendum en Écosse, où ce que l'on dit, oui, 50%, si vous gagnez, oui, voilà, c'est l'entente, c'est ça qui va arriver. Merci, il n'y a pas de... Tandis que l'autre, c'était juste de la menace. Tu comprends? Alors, lui, écoute, s'il y avait eu cette prudence-là, qui est élémentaire compte tenu de l'enjeu, René Lévesque, peu importe qui d'autre après, avant, il aurait vu que le Canada n'allait pas reconnaître de façon statutaire le droit du Québec à l'autodétermination. À ce moment-là, il pouvait sortir du piège référendaire parce qu'il s'en allait dans un référendum le sachant perdant, comme si ça n'avait pas de conséquences. Oui, puis il arrivait d'un référendum perdant, puis là, il a dit, ben gars, on va aller demander le droit à l'autodétermination. Donc, après, l'autre l'a vu venir. Une affaire incroyable, là, c'est que dans sa biographie, dans sa biographie de Godin, excellente, là, on apprend qu'après avoir perdu le référendum de 80, il y a l'homme brisé, il est brisé. Pas juste lui de briser, la nation. C'est grave, là. Fait que là, immédiatement après, dans l'été, il rencontre Trudeau. Il dit à Trudeau, « Hey, dans la Constitution que tu veux faire, nous, on veut avoir la reconnaissance du droit à l'autodétermination inscrite dans cette Constitution-là. » Là, Trudeau, il voit que là, les masques vont tomber. Qu'est-ce qu'il fait, Trudeau? Il écrit une lettre aux Québécois dans laquelle il dit que vous avez le droit à l'autodétermination, pas de problème. C'est une lettre. C'est une lettre dans un journal. Ça n'a rien de statutaire. Là, Lévesque retourne à l'automne, rencontrer Trudeau. OK, droit à l'autodétermination, on va l'écrire. On va l'écrire dans la Constitution. Là, il s'imagine que l'autre, il reconnaît le droit à l'autodétermination parce qu'il écrit une lettre aux journaux pour endormir les Québécois parce qu'il ne veut surtout pas les réveiller sur le fait que le droit à l'autodétermination est une fiction. Pour lui, ça n'existe pas, Trudeau. OK? C'est le prince. Pour le Québec, c'est ça. Alors donc, ici, c'est rapporté, OK? Bon, il dit, Lévesque est devant Trudeau, puis il dit de Lévesque, ce dernier doit jeter du lest. Il est prêt à inscrire dans la déclaration de principe de la future Constitution canadienne le caractère distinct du Québec, mais à une condition. René Lévesque doit biffer de son texte l'expression « peuple québécois » pour y substituer « société québécoise ». Un peuple et une société, là, regarde, en géopolitique, là. OK? Pourquoi pas? Le chef indépendantiste accepte même de rayer le mot « autodétermination ». La déclaration de principe évoquera donc plutôt la volonté d'une province de faire partie librement de la fédération. Ça peut bien être un homme brisé. Non, mais gars, il renonce au droit d'autodétermination pour de la littérature. Tu vois qu'il n'y a aucun sens de l'État, tu sais. Puis, gars, je ne veux pas distribuer des blâmes après l'histoire. Moi-même, je dormais au gaz à cette époque-là, là, tu sais, je veux dire, je suis juste...
un client parmi tant d'autres. Là, tu sais. Mais c'est ça. Alors donc, après ça, il se fait passer sur le corps, tu sais. Puis, tu t'en vas jusqu'à 95, puis il n'y en a pas un qui... Même M. Parizeau. C'est ça. Puis c'était pas la première fois que... C'était pas la première fois que l'État fédéral, face à une question claire sur le droit à l'autodétermination, faisait ça. C'est pourquoi tu disais que c'était un troisième oui, temps? Il y a eu, la première fois, c'était un comité mixte du Sénat puis de la Chambre des communes, début des années 70, où il était sur un rapport sur les problèmes constitutionnels, puis là, ils se font poser la question par un sénateur puis un député du Québec, puis ils disent qu'ils sont un principe fédéraliste, puis il leur dit « Hey, le droit à l'autodétermination, on veut l'avoir. » Ça, il n'y a pas eu de réponse, OK? Et là, dernièrement, le fédéral intervient dans le litige à la Cour sur la loi 99, la loi sur les droits et prérogatives du peuple et de l'État du Québec. C'est une loi fondamentale. Et là, ils se disent le droit à l'autodétermination, mais voici les conditions. On va faire le tour. Tu comprends? Puis ça, tout le monde doit se prononcer. Regarde, les autres provinces, pour savoir si vous pouvez vous autodéterminer. OK? Donc, puis, ce processus-là, il y a une démonstration claire que les formules d'amendement rendent la réforme irréformable. Donc, regarde, c'est dans un piège à con. Mais là, on n'a pas encore de réveil sur le fait que dans ce mouvement-là, stratège, on a, regarde, ton droit à l'autodétermination, c'est une fiction. Vigile.Québec a publié une lettre ouverte, une demande à l'Institut de recherche sur l'autonomie et les indépendances, l'IRE, pour leur dire, pouvez-vous nous dire si le droit à l'autodétermination est effectif ou si c'est une fiction? On n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse. À un moment donné, on va forcer la réponse. Okay? C'est parce que c'est important. Ah non, mais gars, OK? On oui. est là. On est là. OK? Alors donc, question, comment imposer, comment faire reconnaître le droit à l'autodétermination de manière statutaire par le fédéral? Et là, ils ne vont pas le reconnaître. Ou ça va s'en aller dans... Mais la stratégie, parce qu'on n'a pas jamais été à une étape du développement de nos rapports de force où ce que le référendum était possible. Il fallait, avant, consolider le droit à l'autodétermination, qui est une fiction. Alors, ce droit-là, comment tu le consolides? Comment tu le rends effectif? T'imposes. Tu négocies pas. T'imposes. Comme Duplessis a imposé la prise de l'impôt, il ne l'a pas négocié. Là, il l'a négocié après l'avoir pris. C'est ça. Il a gardé l'argent, puis il a dit, garde. Oui, c'est ça. Puis ajuste-toi. 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 Puis nous autres, on fait ça. Regarde, c'est ça. Là. Un État se nomme dans l'acte. Dans l'acte, okay? oui. Dans les actes. Dans l'acte, OK? L'État devient ce qu'il fait. Oui. OK? Là, pour avoir un droit à l'autodétermination qui est effectif, qui est reconnu statutairement par l'État canadien, il faut qu'on impose et on ne négocie pas la reconnaissance statutaire de la nation et de l'État du Québec. Au fédéral. Et pour le faire, oui. Tu ne peux pas négocier. Ça ne se négocie pas. OK? Si tu lis Daniel Johnson, Égalité ou indépendance, le droit à l'autodétermination ne se négocie pas. OK? C'est con. Tu sais, puis lui, il avait une stratégie. Lui, c'était imposer, non négocier, imposer la reconnaissance statutaire de la nation et de l'État du Québec. À partir du moment où le fédéral est forcé, parce que l'État du Québec s'est développé et que c'est une réalité dans ta face, que tu ne peux même plus nier, à ce moment-là, tu as le droit à l'autodétermination. Mais à ce moment-là, c'est parce que la game est finie.
À partir du moment où l'État canadien reconnaît une nation et un État, en anglais, c'est « a nation state », the game is over. Et avec cette tempête-là qui s'en vient, il y a des possibilités que ça ouvre C'est ça. Et donc, le fossé. pour l'imposer, Oui. tu es sur les volets où tu as la charte. OK? Voici, au Québec, c'est de même que ça se passe. C'est ça. Claire. Nation. Oui. Alors, tu nommes la nation dans les actes d'État. C'est ça. Et c'est ça la game. C'est OK? une bonne démonstration. C'est ça. Là. Et donc, Ouais. si on comprend le résultat de l'élection du 1er octobre, fondamentalement, c'est ils ont pris la nation historique, a refait sa cohésion nationale dans un véhicule politique, et là, ils ont pris le cadre stratégique référendaire, le référendisme, oublié, sorti par la fenêtre, et là, par la force des choses, ils te ramènent à dire, gars, contente-toi d'édifier l'État du Québec, puis gars, les autres, ça va faire du bruit autour, mais tant que tu es dans un rapport de force favorable, continue à ajouter des pièces. C'est tout. C'est tout. Tu comprends? D'ailleurs, un État, c'est toujours ça. Hein? De défendre son territoire. L'État, c'est une lutte constante pour défendre ses compétences sur son territoire. À tous les niveaux. OK? Fait que là, on est dans une situation où on ne veut pas sortir le Québec du Canada, on veut sortir le Canada du Québec. Très important. C'est ça que c'est. Alors donc, on est là, à la veille de la tempête. Il y a une chose que je veux revenir sur la péréquation, c'est que si Trudeau est élu et qu'il ne veut pas justement réouvrir la Constitution, il peut arriver puis faire une coupe dans la péréquation. C'est évident que... Oui. On en a parlé un peu. Après l'élection fédérale, c'est après ça. On va payer le prix. Oui. On va payer le prix à tous les niveaux. Ça, c'est évident. C'est évident. Mais d'ici à l'élection, ils vont temporiser un peu leurs attaques directes envers le Québec. Tu sais, dans le cas du Parti conservateur et la Charte, lui, Scheer, il dit ouais, c'est le Québec qui décide ça. Moi, j'aurais jamais fait ça, mais ça, c'est le Québec qui décide ça. Mais regarde, ça va venir après. Donc, ce qu'on vient de voir là, dans l'heure, c'est les 3 dossiers, que c'était très clair que ça crée une tempête faussée, et puis cette dynamique politique-là, personne ne peut l'arrêter. Hein? Elle a sa propre vie, si on veut. Et puis donc, la question qui se pose, c'est la tempête, est-ce que le gouvernement du Québec a un centre de gravité assez solide pour résister à cette tempête-là? Et ça, c'est un test très important parce que si ce n'est pas le cas, ça va mal. Puis si c'est le cas, c'est très porteur pour la cause souverainiste. Alors, à suivre.